dans le cadre du projet citoyen proposé à tous nos collégiens, les 5e 6 et les 5e 7 sont partis à Paris du 18 au 20 décembre, à la découverte des institutions françaises. Au cours de ce séjour, nous avons visité le Palais du Luxembourg où siège le Sénat. Le Jardin du Luxembourg est un jardin parisien ouvert au public. Créé en 1612 à la demande de Marie de Médicis pour accompagner le Palais du Luxembourg, il a fait l'objet d'une restauration dirigée par l'architecte Jean-François Thérèse Chalgrin sous le Premier Empire et appartient désormais au domaine du Sénat. Il s'étend sur 23 hectares agrémentés de parterres de fleurs et de sculptures. La salle des séances est constituée de 2 hémicycles opposés. Elle fut édifiée de 1836 à 1841 sur les plans d'Alphonse de Gisors. Avec une surface de près de 650 mètres carrés, 57 mètres de long, 10,60 mètres de large, 11 mètres de hauteur, égale à celle de la galerie d'Apollon du Louvre, la salle des conférences occupe un espace dont la fonction a évolué au fil de l'histoire. C'est tout d'abord en son centre que débouchait l'escalier de Salomon de Brosse. C'est là encore qu'a pris place pendant la première moitié du XIXe siècle l'hémicycle du Sénat conservateur. En 1852, Napoléon III demande à Alphonse de Gisors de réaliser une galerie du trône pour le Sénat impérial. L'architecte réunit alors d'un seul tenant l'ancienne salle des séances et les 2 salons attenants. Le décor actuel réalisé entre 1852 et 1854 est l'un des plus riches du Second Empire, comporte de nombreuses œuvres. On y a récemment replacé le trône de Napoléon Ier en bois doré réalisé par François-Honoré Georges Jacob Desmaltais en 1804. Cette salle rassemble tout ce qui subsiste de la décoration d'origine du palais. C'est ici qu'ont été remontées en 1817 des peintures et des lambris provenant des anciens appartements de Marie de Médicis. Nous avons conclu notre passage au Sénat par de traditionnelles photos dans le grand escalier. Pour nous rendre à l'Assemblée nationale, nous sommes passés devant plusieurs monuments et musées. Construit au XVIIIe siècle par Louis XV en tant qu'église dédiée à Sainte-Geneviève, il est transformé au début de la Révolution française en monument funéraire en l'honneur des grands personnages de l'histoire contemporaine. Le musée du Louvre est situé au sein du Palais du Louvre dans le 1er arrondissement de Paris. Ordonné en 8 départements, ses collections présentent l'art occidental du Moyen Âge à 1848, celui des civilisations antiques qui l'ont précédé et influencé, les arts des premiers chrétiens et ceux de l'islam. Avec 72 735 mètres carrés de salles et galeries, il s'agit du plus grand musée d'art du monde. L'Arc de Triomphe du Carrousel est un monument parisien inauguré le 15 août 1808. Le Jardin des Tuileries est un parc parisien du 1er arrondissement créé au XVIe siècle, à l'emplacement d'anciennes tuileries qui lui ont donné son nom. Nous arrivons à l'Assemblée nationale, où nous avons pu poser au milieu du tableau Sororité, honorant 10 femmes ayant marqué l'histoire. Ce tableau était visible lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Depuis 1879, le Palais Bourbon est le bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale française. L'hôtel du ministre des Affaires étrangères est mitoyen, mais les 2 ensembles architecturaux ne communiquent pas. Il est gardé par le 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. Voici la salle des séances où siègent les 577 députés. Cette pièce doit sa configuration au Conseil des 500 qui s'y est installé en 1798, notez toutefois que l'hémicycle fut agrandi au XIXe siècle par Jules de Joly. Chaque député dispose d'un siège à son nom et est placé en fonction de son groupe politique. Au sein de ce groupe, il peut plus facilement exercer ses missions comme par exemple, déposer des propositions de loi, amender les projets du gouvernement, contrôler et questionner l'exécutif. On traverse ensuite la rotonde Aluchinski dont la fresque moderne contraste avec le reste du bâtiment, et la grande rotonde où se trouve le plus vieil ascenseur de Paris encore en service, et l'on accède à la salle des pas perdus, traversée avant chaque séance de l'après-midi par le président de l'Assemblée, entouré d'une double et d'honneur de gardes républicains l'accueillant au son des tambours, et enfin la salle des 4 colonnes. Les murs latéraux de ce vestibule abritent les portraits en pied de Mirabeau, du général Foy et de Casimir Perier.
Le bronze de Dallot représentant Mirabeau à la séance des États généraux du 23 juin 1789 a été mis en place en 1891, pour commémorer le centenaire de l'Assemblée nationale. Le Salon de la Croix possède un prestigieux décor peint par l'artiste du même nom. Symétrique du Salon de la Croix, ce salon a été décoré en trompe-l'œil par Abel de Pujol. En chemin pour rallier l'Arc de Triomphe, nous sommes passés par la place de la Concorde, le palais présidentiel, puis les Champs-Élysées. Arrivés à destination, nous avons pu visiter l'espace dédié sous l'Arc de Triomphe. Avant de commencer le ravivage de cette flamme qui brille depuis plus d'un siècle, rappelons la signification de cette cérémonie. Le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu, tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale, est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe avant d'y être inhumé le 28 janvier 1921. 2 années plus tard, afin que soit perpétué le souvenir de ce soldat et rappeler la valeur de son sacrifice, il est décidé qu'une flamme brillerait en permanence au-dessus de sa tombe et l'envelopperait ainsi, de jour comme de nuit, d'une immortelle solennité. C'est André Maginot, alors ministre de la Guerre et des Pensions, qui a l'honneur d'allumer la flamme le 11 novembre 1923. Depuis cette date, elle est ravivée chaque soir à l'occasion de la cérémonie que nous allons vivre ensemble avec émotion. Cette flamme nous rappelle le sacrifice d'1 400 000 soldats qui ont donné leur vie pour leur patrie entre 1914 et 1918 et ont contribué ainsi à la victoire. Il convient d'y associer les soldats blessés, les veuves, les orphelins et tous les citoyens qui ont été lourdement éprouvés. Tous ces sacrifices dans les corps et dans les cœurs ont cimenté la nation française à laquelle nous appartenons aujourd'hui. Gerbe déposée par le directeur du collège Saint-Régis-Saint-Michel, accompagné du député de la Haute-Loire. Aux morts. Pris le jour de gloire est
Notre-Dame. Merci à vous. Merci à vous. C'est très important. Je suis fier de vous. C'est un moment solennel très très fort. Bravo. Bravo. C'est bien normal. Bravo. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'être présents. Merci à vous. C'est bien. Nous ne pouvions pas emmener les élèves à Paris sans aller voir Notre-Dame de Paris, qui venait de rouvrir ses portes 5 ans après son incendie. Par chance, nous avons pu entrer et découvrir l'intérieur du bâtiment. Commencée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, sa construction s'étend sur environ 2 siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Après la Révolution française, la cathédrale bénéficie entre 1845 et 1867 d'une importante restauration, parfois controversée, sous la direction de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui y incorpore des éléments et des motifs inédits, dont une nouvelle flèche. Le violent incendie du 15 avril 2019 détruit la flèche et la totalité de la toiture couvrant la nef, le chœur et le transept. Il s'agit du plus important sinistre subi par la cathédrale depuis sa construction. Dès lors, Notre-Dame a été fermée au public. La cérémonie officielle de réouverture de Notre-Dame a lieu le 7 décembre et l'ouverture au public le 8 décembre 2024. Nous avons terminé ce voyage à Paris par la visite de la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité. La Sainte-Chapelle a été édifiée à la demande de Saint Louis entre 1241 et 1248 afin d'abriter la Sainte Couronne d'épines, un morceau de la vraie croix, ainsi que diverses reliques de la Passion qu'il avait acquises à partir de 1239. La multitude et l'intensité des couleurs marquent le plus l'ambiance de la chapelle haute, ainsi que son élégance et sa hauteur, qui équivaut à presque 2 fois sa largeur. Bien que lumineuse, la chapelle haute n'est généralement pas inondée de lumière, car les vitraux du XIIIe siècle sont semi-opaques. L'ambiance sombre de la chapelle basse et ses proportions évoquent une crypte, mais la finesse des supports contraste avec cette impression, et le décor montre la même élégance que dans la chapelle haute. Afin que la chapelle basse puisse supporter le poids de la chapelle haute, chacun des piliers est dédoublé par une colonne isolée, placée à peu de distance à l'intérieur de la nef et de l'abside.
Pendant toute la durée de notre séjour, nous avons été accueillis par la Cité internationale universitaire de Paris, une fondation qui, au sein de ses 40 maisons parisiennes, accueille près de 6000 étudiants, chercheurs, artistes et sportifs de haut niveau du monde entier. Et pour terminer cette rétrospective du voyage, un moment de déambulation dans Paris et ses lumières de Noël.